Et on va retrouver tout de suite l'avocate de 5 d'entre eux. C'est Marie-Pierre Lazare. Bonjour, vous êtes avocate de l'association Une Voix des enfants. Vous représentez donc ces enfants dans ce procès en appel. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité du jour. Peut-être une précision pour commencer. On entend dire aujourd'hui que ce sont une dizaine d'enfants qui vont témoigner, parfois même plus. On a le sentiment que c'est assez indécis sur ce chiffre. On entend aussi dire que c'est la première fois que des mineurs vont pouvoir témoigner. Des mineurs avaient déjà témoigné en première instance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces imprécisions ou ces changements dans les faits? Alors les imprécisions, c'est-à-dire que n'importe quelle partie civile peut changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Est-ce que la personne a envie d'être auditionnée ou pas? Certaines disent non, puis oui, puis à nouveau non. En ce qui concerne les enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut en effet bien les encadrer. Certains d'entre eux sont extrêmement déterminés sur cette volonté de témoigner. On vient d'entendre Ornella, qui est une de mes clientes, et qui en première instance voulait témoigner parce qu'elle avait 12 ans au moment des faits. Elle se rendait compte au sein de cette association Une Voix des enfants, qui est présidée par Madame Hajar Benaouissi, que les plus petits avaient un peu de réticence, avaient un peu d'appréhension, ne savaient pas exactement à quoi ça correspondait, ce qu'il fallait dire, etc. Et donc, elle a voulu parler pour eux. C'est ce qui l'avait motivée en première instance. Et comme elle s'est rendue compte à l'issue de son audition que ça lui avait fait tellement de bien, comme elle vient de le redire, les autres enfants qui communiquent beaucoup entre eux, qui se connaissent bien, ont souhaité également prendre le pas pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne l'entendent pas ainsi, évidemment, personne ne les pousse, ni leurs parents, ni leurs avocats, ni leurs psychologues. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que des mineurs qui n'avaient pas forcément exprimé l'envie de témoigner lors du premier procès ont finalement été rassurés par le retour d'expérience de ceux qui avaient pu le faire la dernière fois? Exactement, ils ont été mieux informés aussi sur cette possibilité. C'est particulier, les auditions d'enfants, on le fait en droit pénal, en droit de la famille, et à partir de l'âge du discernement. Lorsque on est entendu par un juge aux affaires familiales, le discernement dans la jurisprudence c'est à peu près 8 ans, mais en matière pénale, on a l'habitude d'entendre des enfants bien plus jeunes, dans la mesure où parfois ils sont les seuls témoins d'un drame qui se sont par exemple déroulés sous leurs yeux, et donc les policiers, les juges d'instruction, les juridictions criminelles, correctionnelles ont l'habitude d'entendre des enfants. Alors en ce qui concerne le huis clos, on peut le demander justement pour les protéger. Ici dans cette cour, les enfants, on leur a posé la question, ça les dérange pas du tout, au contraire, que la majorité des gens sachent ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent depuis, sur quoi ils n'arrivent pas à passer. Et c'est très important pour eux. Ceux qui ont envie de témoigner, ils sont d'une détermination hors norme. Ce sont des enfants qui sont particulièrement matures, vu ce qu'ils ont connu, et ils sont très sensibles à tout ce qui est justice, citoyenneté. Et ils veulent transmettre, ils veulent qu'on les écoute et qu'on sache. Alors ça les rassure de ne pas voir les accusés, dans la mesure où ils sont en salle de visio pour la plupart d'entre eux. En revanche, les plus grandes, qui avaient 16 ans, 17 ans au moment des faits, elles veulent absolument témoigner à la cour même. Voilà, en demandant que leur avocat fasse écran avec les co-accusés. Mais c'est pour vous expliquer que dans la salle de visio, ils sont parfaitement protégés. Ils ont leurs avocats, leurs parents à côté, et ils ont surtout travaillé en amont leur audition. Alors justement, vous allez nous raconter, vous qui accompagnez 5 voilà, on leur a fait visiter enfants. Racontez-nous comment vous les avez préparés, ces enfants. On nous dit que le plus jeune avait 4 ans au moment des faits. Oui, alors c'est pas ma cliente à moi, c'est la cliente de ma consoeur Sylvie Topalov, mais il est question, si elle ne peut pas se déplacer à Nice pour la visio, que je la substitue parce que je connais bien Kenza, je connais bien sa maman, pour côtoyer tous les enfants de cette association. Ils sont quand même nombreux. Vous avez à peu près aujourd'hui une centaine d'enfants et leurs familles au sein de l'association qui concernent des enfants majoritairement de cet attentat du 14 juillet. On a aussi des enfants de l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice et aussi des enfants de l'attentat de Strasbourg. Donc, pour en revenir à Kenza, avec qui j'ai travaillé pour le compte de son avocate, son audition de cette année, la dernière fois en 2022, elle avait écrit un texte que son avocate avait lu. Là, elle voudrait parler elle-même pour dire des choses qui, lors de la préparation avec elle, les mots se libèrent et elle dit des choses qu'elle n'avait jamais dit avant, ni à son psychologue, ni même à sa mère. Et elle demande à ce que sa maman, lors de la salle de visio du 14 mai, puisse sortir de la salle pour ne pas être à côté d'elle. Parce qu'en fait, les victimes et les enfants victimes veulent protéger leurs proches et leurs parents. Témoigner devant une cour, ça peut être intimidant déjà pour un adulte. On imagine pour un enfant, surtout dans une affaire comme celle-ci. Expliquez-nous comment vous avez accompagné au mieux ces jeunes enfants, comment vous les avez préparés, j'imagine.
Ça se fait très naturellement parce qu'à partir du moment où ils ont la confiance et où il y a une relation de proximité au quotidien, parce que dans je pense que si cette association n'avait pas existé, Une Voix des enfants, que les enfants ne se connaissaient pas entre eux, n'ont pas l'habitude de faire ensemble des choses qui sont positives et qui chassent le mal-être, on pousse. La résilience, en fait, c'est pousser les mauvais souvenirs par des bons souvenirs. Par exemple, hier, cette association a réuni les enfants pour un pique-nique festif, pour des activités où la joie s'installe pour essayer de diminuer tout le stress qui monte, parce qu'ils savent très bien que ce procès est là, et même s'ils vont pas en salle de visio pour écouter, en salle de visionnage, pardon, c'est pas la même, pour écouter tout le procès, ils savent que ça se passe, et surtout ils savent qu'actuellement il y a des faits divers horribles tous les jours, enfin très souvent, très régulièrement, Arras, le Hamas, etc. Dans le Bas-Rhin, encore 2 enfants qui ont été agressés au couteau, une petite qui meurt d'une crise cardiaque. Tout ça, ils le savent. On a eu récemment à Nice aussi des alertes à la bombe. Donc, il a fallu évacuer ces enfants qui sont déjà absolument traumatisés et qui ne gèrent déjà pas le stress de l'entente de l'alarme pour les entraînements. Imaginez quand il y a des fausses alertes à la bombe, mais des vraies menaces d'alerte à la bombe. Alors, savoir et se confronter à un tel procès sont 2 choses quand même différentes. On n'avait pas répondu à ma question. Comment avez-vous entraîné, je ne sais pas, préparé au mieux ces enfants? Il y a évidemment des détracteurs à ces témoignages. Certains qui disent, voilà, ça risque de réanimer quand même un traumatisme plusieurs années après les faits. Alors pas du tout, ça c'est une fausse idée reçue parce que les enfants ont ce traumatisme tous les jours et ils n'ont pas besoin qu'on les auditionne pour l'avoir tout le temps. Par exemple, Kenza, vous parliez d'elle tout à l'heure, quand elle voit un conteneur de poubelle, elle a l'image qui se superpose dessus, de bras découpés, de têtes coupées, etc. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'une audition pour se remémorer des faits compliqués. Et ces enfants-là, justement par cette audition, déposent dans cet endroit très solennel qui est la cour. Ça a une multiplicité, ça multiplie l'aspect favorable de la libération de la parole, parce que c'est pas dans le cabinet feutré d'un psychologue, mais c'est vraiment là où ça se passe, devant les co-accusés. Et pour eux, c'est une étape dans la résilience qui est formidable. Pour ceux qui se sentent, bien sûr, encore une fois, on ne pousse pas. Et tout se fait avec l'accord des parents, avec le soutien des psychologues, avec le soutien des avocats spécialisés. Donc, c'est une idée reçue. Je comprends qu'on puisse la penser, dans la mesure où on projette sur les enfants des inquiétudes qu'on nourrit soi-même. Mais non, en réalité, il faut savoir écouter les enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant de New York de 1989 reconnaît les enfants comme des sujets de droit. Et dans tous les procès que Dieu fait, ils ont le droit, lorsqu'ils le souhaitent, c'est même une obligation légale, par exemple devant le juge, quand ils le font par écrit, d'être entendus. À partir du moment où ils ont suffisamment de souvenirs, bien sûr, l'élaboration du langage qui va avec et le discernement. Alors j'aimerais citer peut-être Aurélien Martini, qui est vice-procureur au tribunal de Melun, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Dans ce type d'affaires, dit-il, il y a différents enjeux qui s'entrechoquent, celui d'arriver à la vérité judiciaire et celui de protéger les enfants, parce que témoigner à la barre fait revivre l'événement traumatique. Cela peut être néfaste comme positif. Évidemment, c'est un pari qui est fait et on part du principe évidemment que ces enfants ont voulu témoigner. Est-ce que ces enfants aussi ne répondent-ils pas peut-être à la demande de leurs parents, des parents qui eux-mêmes ont été victimes ce jour-là sur la promenade des Anglais? Absolument pas. La meilleure preuve, c'est que les parents ne les ont absolument pas poussés en ce sens. En première instance, certains ne savaient même pas que ça existait, ne les ont même pas informés de cette possibilité, de ce droit-là. Donc non, ce sont pas les parents. Par exemple, la maman de Kenza, elle était elle-même réticente en première instance. Et c'est sous l'insistance de sa fille qu'elle se rend compte, avec le conseil de sa pédopsie, qu'en réalité, pour elle, c'est mieux. Et en fait, il n'y a pas de règles. Ça dépend des enfants, ça dépend de leur personnalité, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et donc, faire un petit peu confiance aux parents qui connaissent mieux leurs enfants que quiconque, et aux enfants qui ont cette volonté très affirmée de pouvoir dire de leur propre bouche toutes ces choses-là, parce que ça n'a pas le même impact, et c'est très important aussi pour la cour de les entendre. C'est pas la même chose que la traduction, l'interprétation par un avocat, par un psychologue. Bien sûr, Ornella, on entendait il y a quelques instants dire c'est un poids qui s'est enlevé de mes épaules au moment où j'ai pu témoigner dans le premier procès. Quid de l'assistance psychologique qui va leur être apportée à ces jeunes enfants, qui leur a déjà été apportée, qui le sera peut-être après leur témoignage? Audrey nous disait il y a quelques instants, les parents de ces enfants sont souvent eux-mêmes encore traumatisés et ne peuvent faire office de soutien suffisant, qui est pourtant nécessaire quand on va témoigner comme ça là-bas. Ces enfants-là sont assistés depuis le début
par des psys. Ces enfants-là sont entourés par non seulement leur famille, mais aussi par les familles des autres. Et si vous voyez les enfants de l'association Une Voix des enfants, comme ils évoluent entre eux, avec tous les adultes bienveillants, franchement, et qui retrouvent le sourire et qui font des activités qui les sortent de chez eux, de l'isolement dans lequel ils étaient, je peux vous assurer que c'est plutôt le fait de ne pas parler, de rester seul dans son coin, qui génère un traumatisme sur le traumatisme. Et pas du tout de libérer sa parole avec, aux côtés de gens bienveillants et de gens qui les entourent et qui font la même chose. Loin de là. Un appel, c'est un nouveau procès qui démarre. On a entendu nombre de vos confrères expliquer comment ils se préparaient pour cette nouvelle séquence. On reprend tout de zéro, on réaffûte nos arguments et on se prépare à une toute nouvelle histoire. On se prépare aussi à ce qu'il y ait de nouvelles zones d'ombre qui soient révélées ou levées. C'est votre cas, j'imagine, à vous aussi. Tout à fait. On a les oreilles toutes ouïes pour ce deuxième procès qui, comme vous l'avez dit, repart à zéro. Tout redevient possible. On est dans l'oralité des débats. On a des avocats qui ont changé à la défense pour certains. Et puis le parquet veut aussi produire de nouvelles pièces. On verra ça. Là, c'est un peu tôt pour en parler, mais oui, un procès oral est un procès où beaucoup de choses peuvent survenir. Les accusés ont eu du temps supplémentaire pour se préparer. On annonce d'ailleurs une défense plus vive, plus rude. Est-ce que vous avez préparé les enfants à cela aussi ? Alors, comme je vous l'ai dit, les enfants n'assistent pas aux audiences. La plupart du temps, en tout cas. Les grands, oui, ceux qui sont jeunes majeurs aujourd'hui, mais les mineurs ne sont pas, à ma connaissance, ils sont en classe, ils sont pas en salle d'audience là-bas à Nice, dans la nouvelle salle qu'on leur a mise à disposition. Donc, mais vous le disiez tout à l'heure, ils sont exposés à l'actualité et en ayant témoigné, ils seront forcément exposés à ce qui est dit ou contrecarré derrière leur témoignage. Oui, mais pas en détail. Ils vont pas voir les réactions des co-accusés dans leur box, etc. Donc, ils sauront dans les grandes lignes. Nous, à l'association, on les réunit, on répond à leurs questions. Ils en ont beaucoup, régulièrement. On les réunit pour le verdict, avant, après. On les a réunis pour visiter la salle de visio, qui est très intimiste, qui est très éclairée, qui est vraiment très rassurante pour eux. Donc, on a à cœur, et c'est l'objet de cette association spécifique, Une Voix des enfants, qui est totalement centrée sur les intérêts des enfants et qui le fait de façon entourée par des professionnels. La présidente, Madame Hajer Benawissi, intervient même pour former des futurs magistrats à l'ENM. Donc c'est quelque chose de très sérieux et de très bénéfique aux enfants. C'est ça qui compte. La précédente cour, justement, avait refusé d'entendre certains des enfants qui vont témoigner cette fois au motif qu'ils étaient trop jeunes. Donc on imagine que c'était pour leur bien et pour les protéger. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Évidemment leur âge. Voilà, déjà il y a 1 an et demi qui est passé. Et puis ce qui a changé aussi, c'est que on a pu évoquer la question lors de la réunion préparatoire sur le fait que ces enfants étaient très déterminés. En première instance, il n'y avait pas eu forcément suffisamment de communication en amont de la décision qui avait été prise. Et voilà. Et donc cette fois-ci, on a expliqué que la volonté de la plus jeune, parce que vous me parlez d'elle, les autres ont été entendus, ceux qui avaient voulu l'être. Et aujourd'hui, on a plus d'enfants qui le souhaitent parce que justement, ils ont appris de l'expérience de ceux qui avaient pu l'être en première instance. Une question qui revient évidemment souvent, c'est la question de la fiabilité de la mémoire de ces enfants qui ont donc été traumatisés et qui étaient pour certains très jeunes. Qu'est-ce qu'il reste 8 ans après de ce soir-là, d'autres que les récits qui ont été portés et véhiculés par leurs proches, leurs parents, eux-mêmes traumatisés? C'est une question très intéressante. Le souvenir de la toute petite enfance. Alors, j'ai lu dans des études que certains adultes pouvaient se souvenir de faits qui se sont passés dans la vraiment très prime enfance et d'autres pas du tout. Donc ça dépend encore des gens. On est tous uniques. Il n'y a pas de règle pour tout le monde qui vaille. En ce qui concerne Kenza, par exemple, puisqu'on parle toujours de la plus jeune, elle avait 4 ans au moment des faits et en plus, elle est passée sous le camion. Donc ça fait quand même beaucoup de particularités. Elle, par exemple, là, lorsque j'ai préparé avec elle cette audition, elle m'a parlé de choses qu'elle n'avait jamais dites avant. Donc ça ne peut pas être quelque chose qui est servi par la mémoire des autres ou par ce qu'on lui raconte, puisque c'est elle-même qui a dit quelque chose dont elle se souvenait très bien et simplement elle n'osait pas le dire avant. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point ça peut être libérateur de ce qui est complètement coincé dans son cerveau, dans ses cellules, dans son cœur, dans son émotionnel. On dit que la mémoire... Et elle a des souvenirs bien plus précis même que sa mère. Elle a même des souvenirs plus précis que sa maman, elle.
C'est ce que j'allais vous demander parce qu'on dit que la mémoire des moins de 7 ans est immature. Alors on en prend évidemment ce qu'on en veut et vous le disiez, on n'est pas tous égaux face à cela. À quel point est-ce pour vous important que la parole soit enfin donnée aux enfants? On entend que vous vous réjouissez dans cet attentat qui, on l'a rappelé, Noémie Roche le rappelait juste avant, a ôté la vie à 15 enfants. Ce sont des familles qui avaient été touchées ce soir-là. La parole des enfants, elle manquait cruellement jusque-là. Non, elle n'a pas manqué cruellement, mais c'est mieux de pouvoir les entendre, à la fois pour savoir des détails qu'on n'a pas entendus jusqu'à présent, à la fois pour l'histoire, parce qu'en effet, cet attentat a touché de nombreux d'enfants, et Mohamed Laoueche Boulel les a visés précisément en faisant des zigzags vers le stand de bonbons. Donc oui, les enfants sont au cœur aussi de ce procès, et c'est pour ça que c'est important de les entendre directement pour ceux pour qui c'est possible. Une dernière question. Vous êtes avocat de cette association Une Voix des enfants. Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de ce second procès? L'acquittement est réclamé par les deux accusés. Écoutez, moi, je peux même pas imaginer un seul instant qu'il puisse être acquitté avec tout ce que j'ai entendu en première instance et avec tout ce que j'ai lu dans le dossier de l'instruction. Donc, je suis très très confiante et je n'ai pas de crainte par rapport à l'acquittement. Après, justice passera, mais moi, j'espère au contraire une peine plus élevée encore. Merci beaucoup Marie-Pierre Lazare d'avoir été avec nous en direct donc de ce tribunal.